Bonjour. Avant de nous plonger dans l'histoire glaçante du château de l'Ombre, j'aimerais savoir d'où nous regardez-vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre ville et votre pays. C'est toujours fascinant de voir combien de lieux différents sont liés à ces histoires de mystère et de suspense. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton. Et s'inscrire maintenant, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune aventure sombre comme celle-ci. Le ciel était lourd au-dessus de la Normandie cet après-midi-là, et le vent froid charriait l'odeur humide de la terre fraîchement tombée. Un groupe de 5 personnes marchait sur le chemin pavé menant au vieux château de pierre, connu localement sous le nom de château de l'Ombre. L'invitation était arrivée à l'improviste. Une élégante enveloppe, scellée à la cire rouge, promettant une expérience exclusive et mystérieuse. Aucun d'eux ne se connaissait bien, mais ils avaient tous quelque chose en commun, une curiosité irrésistible pour l'inconnu. Julien, photographe passionné par la documentation des lieux abandonnés, guidait le groupe. Son appareil photo restait immobile, chaque déclenchement capturant des détails de la façade qui semblait tout droit sorti d'un conte gothique. À ses côtés, Claire, historienne de l'art, scrutait le sol d'un œil attentif, repérant des traces de construction médiévale et des signes de restauration récente qui ne correspondaient pas aux documents historiques du site. Son expression était grave, comme si elle pressentait que cette beauté dissimulait de dangereux secrets. De l'autre côté, Philippe, journaliste d'investigation, scrutait avec prudence chaque ombre. Il se méfiait de la promesse de l'invitation et son instinct le mettait en garde contre les pièges. À ses côtés, Sophie, jeune médecin, semblait curieuse mais nerveuse. Son regard vagabondait sans cesse, remarquant des détails que personne d'autre ne voyait. Des traces d'usure sur les portes, des rampes trop polies, comme si le château avait été habité récemment malgré son apparence abandonnée. Enfin, Henri, homme d'affaires d'âge mûr, gardait le silence, mais sa présence imposait le respect. Il avait payé le prix fort pour cette invitation, poussé par la vanité et un désir d'exclusivité. La grille en fer grinça lorsque le gardien l'ouvrit. L'inscription corrodée sur la pierre disait « Entrez et découvrez ce que peu ont osé explorer ». Un frisson parcourut l'échine de chacun, et même les plus sceptiques ressentirent une étrange pesanteur dans l'air. Il n'y avait aucun signe de vie, hormis l'écho de leurs pas sur le sol de pierre qui semblait s'étendre à l'infini. En traversant le hall principal, ils furent enveloppés d'un mélange de luxe ancien et de décrépitude. Des tapisseries délavées pendaient aux murs, représentant des ancêtres au visage sévère, tandis que des lustres en cristal poussiéreux reflétaient la lumière filtrant par les hautes fenêtres. L'odeur était étrange, un mélange de vieux bois, de moisissures, et d'une odeur indéfinissable, presque métallique. Claire s'arrêta devant le portrait d'une femme au regard intense, remarquant des détails qui la firent douter de l'authenticité du tableau. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette figure, comme si ses yeux la suivaient du regard. En explorant les lieux, Julien découvrit une porte entr'ouverte, donnant sur une petite pièce sombre, aux meubles recouverts de drap blanc. Au toucher, il sentit une résistance inattendue, comme si quelque chose se trouvait dessous. Philippe tenta d'ouvrir la fenêtre, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Aucun des deux ne se souvenait avoir vu de serrure à l'extérieur. Un silence pesant régnait dans la pièce, seulement troublé par le bruit de pas venant de l'étage, bien qu'aucun d'eux ne soit monté. Henri, s'efforçant de garder son calme, attira l'attention du groupe. Nous devrions nous retrouver dans le hall principal. Peut-être que quelqu'un nous attend pour s'expliquer. Mais en descendant, ils constatèrent que le hall était vide et que le seul meuble présent, une grande table en chêne, était entouré de 5 chaises disposées symétriquement, comme si elles les attendaient. Sur la table, de nouveau, des enveloppes scellées à la cire rouge, identiques à celles de l'invitation. Aucun nom. Juste une invitation à s'asseoir. La tension montait. Chaque son résonnait dans le château comme un murmure incessant. Claire remarqua des détails subtils, des marques au sol, qui indiquaient que malgré son apparence abandonnée,
quelqu'un était passé récemment. Sophie sentit un frisson la parcourir, et Julien, concentré sur son appareil photo, captura quelque chose d'inexplicable. Des ombres qui se mouvaient indépendamment de la lumière. Philippe, toujours sceptique, fronça les sourcils, mais ne put ignorer l'impression d'être observé. Lorsqu'ils s'assirent enfin à table, les enveloppes s'ouvrirent d'elles-mêmes, révélant des lettres à l'écriture impeccable, que chacun lut en silence. Les messages ne contenaient aucune explication, seulement des propos troublants, décrivant des événements personnels connus d'eux seuls, des détails que personne d'autre ne pouvait connaître. Un frisson collectif parcourut le groupe. Ce qui semblait être une visite intrigante se transformait peu à peu en quelque chose d'inquiétant, et une question restait en suspens. Qui les avait invités et pourquoi? À cet instant, le château cessa d'être un simple édifice ancien. Il devint un piège, et la curiosité qui les y avait conduits semblait désormais être la clé d'un jeu macabre, où chaque pas les éloignait un peu plus de la sortie, et chaque regard posé sur les vieux portraits semblait enregistrer leur réaction. Ainsi, ce qui aurait dû être une invitation fascinante se transforma en le début d'une expérience qu'aucun d'eux n'oublierait. Le château de l'ombre n'était pas un simple château abandonné. C'était un fragment vivant de l'histoire de France, témoin des générations qui avaient foulé ses salles luxueuses et ses couloirs silencieux. Chaque mur de pierre recelait des siècles de secrets, et l'architecture gothique révélait des tours étroites, des fenêtres en arcs brisés et des escaliers qui grinçaient sous le poids d'un passé oublié. Tandis que Claire parcourait le couloir principal, elle montrait des détails qui échapperaient à un œil non averti, des symboles sculptés dans les encadrements de portes datant du XVIIe siècle et de subtiles marques indiquant de petites rénovations effectuées pour dissimuler quelque chose ou quelqu'un. Tandis qu'ils exploraient les couloirs, Julien gardait son appareil photo prêt à immortaliser les reflets et les ombres qui semblaient se mouvoir indépendamment de la lumière. Il commença à remarquer d'étranges motifs, des dessins sur les tapis, des formes géométriques dans les tapisseries, comme si le château avait été conçu pour désorienter ou guider les visiteurs à leur insu. Philippe observait tout avec scepticisme, mais à chaque pas, son inquiétude grandissait dans ses notes. Il se mit à consigner chaque détail, soupçonnant que ce lieu recelait une histoire occultée, une histoire que les livres d'histoire locale ne mentionneraient jamais. Henri, de son côté, se sentait de plus en plus mal à l'aise, mais il ne pouvait se résoudre à avouer sa faiblesse devant les autres. Pour lui, cette visite était synonyme de prestige, un atout qui renforcerait son image d'homme puissant et curieux. Pourtant, en silence, il commença à remarquer des détails qui défiaient toute logique, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des ombres qui semblaient s'allonger même sans source de lumière directe et un froid constant, anormal même pour le climat humide de la Normandie. Sophie commença à remarquer des signes physiques subtils que les autres ignoraient. Des courants d'air glacés dans des pièces apparemment isolées, des odeurs de renfermés mêlées à des effluves de vieux parfums et des marques d'usure sur les rampes et les sols indiquant des passages récents. Elle enregistrait mentalement tout, essayant de rationaliser la situation, mais le sentiment d'être observée s'intensifiait à chaque instant. Le château recelait aussi des récits de ses anciens habitants. En explorant la bibliothèque, Claire découvrit des archives familiales et de vieux journaux intimes, évoquant une lignée de nobles obsédés par les expériences psychologiques et la manipulation sociale. L'un de ces documents, daté de 1723, décrivait des fêtes somptueuses où des invités disparaissaient sans explication. Certains récits semblaient être des exagérations de l'époque, mais d'autres contenaient des détails précis, décrivant les vêtements, les horaires et même les noms des disparus. Il était impossible d'ignorer le parallèle entre ces histoires et le présent. Pendant ce temps, Julien s'efforçait de tout documenter, mais chaque déclenchement de l'appareil photo semblait déclencher quelque chose. Sur une photo, il remarqua des silhouettes dans les coins de la pièce, des ombres déformées qui se mouvaient indépendamment les unes des autres. Philippe, voyant l'image dans le viseur, ne put nier qu'il se passait quelque chose d'étrange.
Chacun des personnages commença à comprendre que le château n'était pas qu'un simple décor. Il interagissait avec eux, réagissant à leurs actions de manière subtile, presque consciente. Au fil des échanges au sein du groupe, de légères tensions apparurent. Henri tenta de prendre les devants, mais Philippe contesta ses décisions. Claire s'interrogea sur l'interprétation historique, et Sophie, malgré ses efforts pour apaiser les esprits, la nervosité transparaissait. Julien, absorbé par les images, semblait distant, comme en communication directe avec le château à travers l'objectif. Cette dynamique renforçait l'impression que chacun possédait une vulnérabilité différente et que le château savait comment les exploiter. De plus, l'atmosphère était imprégnée d'éléments culturels français. Des lustres en cristal ornaient les salles principales. Des portraits d'ancêtres, au regard sévère, évoquaient la tradition aristocratique. Et les jardins intérieurs, visibles à travers les hautes fenêtres, présentaient des sculptures qui, au premier abord, semblaient ornementales, mais recelaient des symboles cachés liés à des rituels oubliés. Chaque détail suggérait que le château était plus qu'une simple demeure noble. C'était un espace conçu pour tester, observer et manipuler ses visiteurs. Alors que l'après-midi laissait place au soir, le groupe commença à comprendre que l'expérience recherchée ne relevait pas simplement de la curiosité ou du prestige. Chaque action, chaque choix semblait provoquer une réaction immédiate du lieu. Le château de l'ombre n'abritait pas seulement des histoires. Il en créait de nouvelles, et ils étaient déjà plongés dans un récit dont il leur serait difficile de s'échapper. Le mystère s'épaississait, qui les avait invités et dans quel but, et surtout, que se passerait-il réellement lorsque la nuit tomberait définitivement sur les couloirs de pierre? La nuit tomba brusquement sur le château de l'ombre, et les ombres dans les couloirs semblèrent s'allonger, engloutissant chaque rayon de lumière qui filtrait des lustres. Le groupe comprit que le château n'était pas seulement ancien, mais aussi vivant à sa manière. Les portes se verrouillaient d'elles-mêmes, les tableaux changeaient de place, et même les horloges arrêtées semblaient marquer le temps de façon erratique. Julien, obsédé par l'idée de documenter chaque détail, pointa son appareil photo vers l'escalier principal et aperçut des silhouettes se mouvoir rapidement sur les murs. Mais, à mesure qu'il s'approchait, il n'y avait rien. Le silence était absolu, hormis un léger craquement qui semblait accompagner chacun de leurs pas. Philippe commença à se sentir manipulé. Il tenta de conduire le groupe vers la sortie, mais constata que les couloirs se réorganisaient subtilement. Des pièces ouvertes l'après-midi étaient désormais fermées. Des portes menaient à des endroits qui n'existaient pas auparavant. Ce n'est pas qu'un château abandonné. C'est un labyrinthe, et quelqu'un ou quelque chose nous observe, murmura-t-il, tout en s'efforçant de noter chaque détail. Claire ressentit un malaise grandissant devant les vieux portraits. Certains visages semblaient se transformer légèrement selon l'angle de vue, un sourire imperceptible qui s'effaçait, des yeux qui semblaient suivre les mouvements. Elle commença à remarquer des motifs, des symboles dissimulés dans les tapisseries et les cadres, évoquant des avertissements ou des cartes. Mais avant qu'elle ne puisse les déchiffrer, un fracas retentit dans le hall principal, faisant sursauter tout le monde. Le lustre tomba, dispersant ses éclats sur le sol, et un courant d'air glacial balaya la pièce, manquant d'éteindre les bougies. Le groupe commença à avoir l'impression de ne pas être seul, que quelque chose ou quelqu'un jouait avec eux. Henri, qui jusque-là avait gardé son sang-froid, commença à perdre ses moyens. Ce sentiment de vulnérabilité lui était inconnu. Il tenta d'affirmer son autorité, mais ses cris restèrent vains, comme si le château lui-même l'ignorait. Sophie, quant à elle, remarqua des détails médicaux troublants, des taches de sang récentes et discrètes sur les escaliers et les rampes, sans aucune trace de blessure apparente. Un frisson la parcourut. Il ne s'agissait pas seulement d'un trouble psychologique. Il y avait des preuves matérielles d'événements récents, peut-être plus anciens ou plus récents qu'il ne pouvait l'imaginer. Le premier obstacle majeur surgit lorsqu'un des couloirs s'effondra partiellement, bloquant la sortie empruntée plus tôt par le groupe. Julien tenta de se faufiler sous les pierres instables, mais sentit une forte présence derrière lui. Une étrange chaleur qui sembla lui effleurer la nuque. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne.
Le couloir était vide et silencieux. Philippe commença à se demander s'il se trouvait dans un château ou dans un piège architectural conçu pour désorienter et tester les limites psychologiques. Tandis qu'ils exploraient de nouvelles pistes, de petites intrigues secondaires commencèrent à se dessiner. Claire et Sophie se rapprochèrent, tentant de déchiffrer les symboles historiques qui semblaient indiquer des sorties alternatives ou des passages secrets. À l'inverse, Henri et Philippe discutaient de confiance et de stratégie, révélant leur fragilité et leurs tensions internes. Henri laissa transparaître son obsession du contrôle, tandis que Philippe admit indirectement sa peur grandissante de perdre la maîtrise de la situation. Julien, isolé dans sa documentation, commença à percevoir un subtil schéma de manipulation. Chaque action du groupe semblait engendrer une conséquence immédiate dans le château, comme si l'espace mettait à l'épreuve leurs limites individuelles. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un cri lointain résonna dans des couloirs qui semblaient interminables. Le son provenait d'une pièce qu'ils n'avaient jamais explorée. Hésitants, ils s'en approchèrent et ne trouvèrent qu'une pièce vide, à l'exception d'un grand miroir qui reflétait non pas 5, mais 6 silhouettes. La 6e ombre, translucide et indistincte, disparut dès qu'ils tentèrent de la fixer. Un frisson glacial parcourut le groupe et le sentiment d'être manipulé par une présence invisible s'intensifia considérablement. Chacun réagit différemment. Julien se figea, incapable d'éteindre l'appareil photo. Claire prit frénétiquement des notes. Philippe tenta de rationaliser en vain. Sophie eut la nausée et le vertige. Henri perdit complètement son sang-froid. Au milieu de cette tension, le château semblait révéler des secrets intimes sur chacun d'eux. De petits objets apparaissaient dans les couloirs, des choses qui leur appartenaient, mais dont personne ne pouvait connaître l'existence. Un livre de Claire, des photos de Julien, des notes de Philippe, des affaires de Sophie et des documents d'Henri. Il était impossible que quelqu'un les ait déposés là, et le groupe commença à soupçonner que le château de l'ombre en savait plus sur eux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Le conflit entre curiosité et peur s'intensifiait. Certains voulaient enquêter, d'autres seulement fuir. L'hostilité entre Henri et Philippe grandissait à chaque pas. Claire se sentait tiraillée entre l'analyse historique et la peur, tandis que Sophie tentait de maintenir la cohésion du groupe, sentant même sa propre santé mentale mise à rude épreuve. Julien, obsédé par la documentation, devenait le maillon le plus vulnérable, disparaissant fréquemment dans les couloirs annexes, attiré par des ombres et des reflets que lui seul semblait remarquer. Le développement du conflit à ce stade établit clairement que le château n'est pas un simple décor, mais un protagoniste indirect de l'histoire. Il manipule, observe et met à l'épreuve chaque personnage. Chaque obstacle est non seulement physique mais aussi psychologique, et chaque réaction engendre de nouvelles répercussions sur l'intrigue. La tension monte et le récit se dirige vers un point critique où l'inattendu sera inévitable. À la tombée de la nuit sur le château de l'ombre, les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler au conflit principal, révélant des secrets et des peurs que chaque personnage préférait dissimuler. Claire, l'historienne, découvrit une porte cachée derrière une tapisserie menant à une petite bibliothèque secrète. Elle y trouva des manuscrits détaillant des expériences psychologiques menées par les anciens propriétaires du château. Parmi les pages jaunies figuraient des récits de disparition d'invités lors de fêtes somptueuses, accompagnés d'observations sur les réactions humaines face à la peur et à la pression. Cette découverte renforça l'impression que le château n'était pas qu'un simple lieu physique, mais un organisme vivant qui apprenait de ceux qui osaient l'explorer. Julien, obsédé par ces photographies, découvrit une série de vieux portraits dans une pièce attenante. Chaque tableau semblait représenter des visiteurs qui, des siècles auparavant, avaient été invités et n'étaient jamais repartis. En examinant les détails, il remarqua que les yeux des personnages semblaient bouger, le suivant du regard dans toute la pièce. Ce phénomène ne se limitait pas aux photos. Les ombres et les reflets dans les miroirs continuait de créer des illusions d'optique qui l'entraînaient dans des couloirs isolés, l'éloignant du groupe.
son obsession de tout immortaliser commença à fragiliser la cohésion déjà tendue du groupe, rendant Julien vulnérable à l'influence du château. En explorant l'aile nord, Sophie découvrit des signes indiquant que le château enregistrait les réactions physiques des visiteurs. Des traces de souffle, de légères éraflures sur le sol et des objets déplacés révélaient qu'un mécanisme ou une présence invisible surveillait chaque mouvement. À cette compréhension, elle fut saisie d'une peur profonde. Le château semblait capable d'anticiper les actions humaines, transformant chaque décision en une nouvelle complication. Elle tenta de guider les autres, leur suggérant des chemins sûrs, mais chaque tentative ne faisait qu'aggraver la situation et exacerber les tensions entre eux. Frustré de ne pouvoir maîtriser son environnement, Henri se mit à explorer seul des pièces isolées, espérant y trouver des passages secrets ou des points de contrôle. Au fil de ses explorations, il découvrit que ses propres peurs et obsessions avaient été consignées avec une précision quasi parfaite, reflétées dans des messages, des objets et même des sons imitant des voix familières. Cette révélation commença à ébranler sa confiance, exposant sa vulnérabilité et exacerbant les tensions au sein du groupe. Son impatience et son arrogance le menèrent à des conflits directs avec Philippe, qui insistait sur une approche rationnelle et méthodique. Philippe, de son côté, découvrit des documents reliant le château à l'aristocratie française et à des rituels de manipulation sociale. Un vieux journal intime décrivait comment les propriétaires du château testaient les limites psychologiques de certains invités, notamment en observant leur comportement inattendu sous la pression et la peur. Il se trouva alors tiraillé. Il voulait tout documenter, mais aussi protéger le groupe. Ses tentatives de leadership rationnel étaient cependant constamment contrariées par des événements inexplicables, des portes qui disparaissaient, des objets qui se déplaçaient, des bruits qui semblaient provenir des murs. À mesure que ces intrigues secondaires s'entremêlaient, la pression temporelle s'intensifiait. Le château semblait pressentir la nuit tombante, créant des obstacles plus redoutables, des couloirs plus labyrinthiques, des échos plus inquiétants. Chaque personnage devait prendre des décisions rapides, avancer, enquêter ou tenter de s'échapper, mais chaque choix bouleversait l'équilibre du groupe, provoquant la formation et la dissolution instantanée d'alliances éphémères. Claire et Sophie formaient une équipe, partageant leurs découvertes et s'efforçant de déchiffrer les symboles historiques. Henri et Philippe se disputaient le pouvoir, révélant leurs faiblesses. Julien était constamment tiraillé entre la curiosité et l'instinct de survie. Le château a également permis d'explorer les peurs spécifiques de chacun. Pour Claire, la peur d'échouer en tant que chercheuse et d'être ridiculisée. Pour Julien, la peur de perdre le souvenir visuel du château. Pour Sophie, le sentiment d'impuissance face à des forces inconnues. Pour Philippe, la peur d'être manipulé. Pour Henri, la peur de perdre son autorité. Chaque interaction au sein du château était une provocation directe de ces peurs, testant les limites et révélant de nouvelles strates de tension psychologique. Au plus fort de cette étape, les personnages commencèrent à comprendre que la résolution du conflit ne se limitait pas à trouver une issue matérielle, mais impliquait également de comprendre les dynamiques du château, ses règles tacites et ses manipulations psychologiques. Chaque intrigue secondaire contribua au développement du récit principal. Les secrets de Claire éclairaient l'histoire du lieu. Les obsessions de Julien déclenchaient des pièges psychologiques. Sophie décelait des schémas comportementaux. Philippe interprétait le contexte historique. Et Henri incarnait l'échec du leadership humain face à un environnement imprévisible. Le temps s'écoulait inexorablement et le château semblait exercer une pression croissante. Les choix de chaque personnage étaient directement liés aux obstacles qui s'ensuivaient, garantissant que rien ne se résolvait sans conséquence. Chaque action provoquait une réaction, chaque pas engendrait une conséquence, et la tension montait sans cesse, préparant le terrain pour l'événement majeur suivant, le tournant qui allait transformer le récit et remettre en question toutes leurs convictions concernant le château de l'ombre. L'horloge du hall principal, arrêtée depuis des décennies, sonna minuit d'un coup métallique qui résonna dans tout le château de l'ombre.
L'instant d'après, une légère vibration parcourut les murs, comme si le château respirait. Les bougies s'allumèrent d'elles-mêmes, illuminant le hall d'une lueur vacillante qui donnait vie au vieux portrait. C'est à ce moment précis que le tournant se produisit. Une porte jusque-là inconnue s'ouvrit, révélant un escalier descendant au sous-sol, un espace jamais mentionné sur les cartes historiques. Julien, poussé par la curiosité, s'y rendit le premier, suivi à contre-cœur par Claire et Sophie. Philippe hésita, pesant le pour et le contre, tandis qu'Henri, furieux de ne pouvoir maîtriser la situation, décida de les suivre seul, son arrogance l'aveuglant à toute prudence. L'air de la cave était lourd, humide et imprégné d'une intense odeur métallique, un mélange de fer rouillé et d'une senteur indéfinissable, évoquant le vieux sang. L'endroit regorgeait d'objets personnels, disparus des possessions de chacun sans qu'ils s'en aperçoivent, et désormais entassés dans les niches des murs, comme si le château enregistrait leur présence. Au centre de la pièce, une estrade abritait un grand miroir ancien en bronze sombre, orné de symboles qui semblaient vibrer au rythme de la lumière ambiante. En s'approchant, ils aperçurent non seulement leurs reflets, mais aussi des images d'événements passés, des scènes d'anciens hôtes observés, mis à l'épreuve, puis disparaissant au sein même du château. Claire reconnut les silhouettes de certaines personnes, des noms mentionnés dans les journaux intimes qu'elle avait trouvés dans la bibliothèque secrète. L'histoire du château de l'ombre n'était pas qu'une légende, c'était la répétition incessante de rituels de disparition. Le choc collectif fut interrompu par une révélation encore plus troublante. Le miroir projeta une scène future, une vision directe d'eux-mêmes à l'instant suivant, réagissant à un piège qui se formait au sol. Julien recula brusquement, mais le miroir lui montra qu'il ne pouvait échapper au cours des événements. Le château avait déjà prévu chacun de ses gestes. Sophie frissonna en réalisant que le château ne se contentait pas de réagir à leur peur, mais anticipait chacun de leurs mouvements. Philippe, pourtant si rationnel, commença à se sentir impuissant face à la précision de la manipulation. Henri, qui tentait d'intimider les autres, remarqua que son reflet dans le miroir ne reproduisait pas ses actions, comme si une force invisible ignorait son autorité. À cet instant, le château se mit à émettre des sons subtils, des murmures indistincts qui semblaient répéter les secrets les plus intimes de chacun, révélant leurs faiblesses les plus profondes. Claire entendit sa propre voix, doutant de sa valeur en tant qu'historienne. Julien, les souvenirs de ses échecs passés en matière de documentation. Sophie, son incapacité à protéger autrui. Philippe, des doutes quant à son objectivité. Henri, la peur de perdre tout ce qu'il avait accompli. Chaque personnage était pris au piège d'un dilemme psychologique, et le château intensifiait la pression tout en accroissant la tension physique. Portes qui se verrouillaient, balustrades qui tremblaient, ombres projetées sur les murs. C'est alors qu'une silhouette inattendue apparut, non humaine, mais d'apparence partiellement humaine, une ombre dense, semblant faite de pierre et de fumée. Elle s'approcha du groupe et la plateforme se mit à vibrer. Sa présence dégageait un sentiment de jugement macabre. Le château n'était pas un simple espace physique, mais une entité consciente, capable de tester les limites, de manipuler les perceptions et de punir l'arrogance ou la peur. Julien tenta de la photographier, mais le flash ne fit que refléter sa propre angoisse, confirmant que l'entité se nourrissait de tensions émotionnelles. Le tournant décisif survint lorsqu'Henri, désespéré, tenta de reprendre le contrôle en se jetant contre l'ombre. En un instant, le sol s'ouvrit partiellement sous ses pieds, l'engloutissant jusqu'aux genoux. Philippe, Claire, Sophie et Julien reculèrent, réalisant que le château interagissait désormais directement avec leurs actions, imposant des règles invisibles. Nul ne pouvait plus agir impulsivement sans en subir immédiatement les conséquences. Cet escalier souterrain n'était pas un simple passage. C'était une épreuve qui mettait à l'épreuve leurs limites, leur courage et leur capacité à collaborer. La tension était insoutenable. Le château avait transformé une curiosité intellectuelle en une confrontation directe avec des forces qui dépassaient l'entendement humain.
Chaque personnage allait devoir affronter ses propres faiblesses et peurs pour survivre, et le sentiment que la nuit serait longue et imprévisible devenait impossible à ignorer. Le récit, jusque-là linéaire, se fragmenta en un jeu de perception et de décision cruciales, révélant que le véritable défi du château de l'ombre ne faisait que commencer. L'impact de ce tournant décisif se fit immédiatement sentir dans le groupe. Le choc d'Henri, à moitié englouti par le sol, brisa le calme apparent du chef et fit prendre conscience à chacun qu'ils étaient à la merci d'une force qui les dépassait de loin. Un sentiment de vulnérabilité s'installa. Julien, encore fasciné par les ombres, reculait à chaque reflet, tandis que Sophie s'efforçait de calmer les esprits, sa voix ferme masquant sa propre angoisse. Philippe analysait chaque mouvement, cherchant à déchiffrer des schémas, mais la précision du château semblait devancer toute logique. Claire, quant à elle, restait concentrée sur les manuscrits et les symboles sur les murs, à la recherche d'un indice qui pourrait leur donner un avantage. Les conséquences physiques du château devinrent évidentes. Des portes qui semblaient immuables se mirent à bouger d'elles-mêmes, des escaliers pivotèrent subtilement, et des couloirs familiers se transformèrent en labyrinthes inextricables. Chaque tentative d'avancer ou de reculer exigeait une attention particulière. Un faux pas pouvait les mener dans un lieu inconnu ou un piège macabre. La réalité commença à se fragmenter. Chacun se demanda s'il assistait à des événements réels ou si ses perceptions étaient manipulées. L'incertitude devint un ennemi aussi redoutable que les forces visibles du château. La première réaction émotionnelle forte vint d'Henri, pris de panique en réalisant son impuissance. Son arrogance céda la place à la peur, et il se mit à blâmer les autres, accusant Philippe de tout planifier ou d'anticiper. Irrité, Philippe répondit froidement: « Nous sommes tous en danger. Si tu persistes dans tes accusations, tu nous mets en péril. » Ce conflit interne exacerba les tensions, révélant que le château ne se contentait pas de manipuler l'environnement, mais exploitait aussi les faiblesses et l'ego de ses membres. Pendant ce temps, Sophie détectait des signes d'épuisement et de stress physique, respiration rapide, mains tremblantes, sueur froide. Le château semblait créer des situations exigeant une attention extrême et une réaction immédiate. Un escalier s'inclina soudainement, les obligeant à s'agripper au mur de pierre pour ne pas tomber. Chaque mouvement nécessitait coordination et confiance mutuelle, mais des tensions internes entravèrent la coopération. Julien, absorbé par ses photos, ignorait les signes de danger, ce qui faillit lui coûter la vie. Claire intervint, le tirant en sécurité, et lui rappela que seule la solidarité du groupe pouvait garantir leur survie. Le château commença également à révéler des conséquences psychologiques directes. Chaque personnage se mit à percevoir son propre reflet dans des situations d'échec ou de perte, projetées dans les miroirs et les ombres. Henri se sentait impuissant face à des scénarios qui détruisaient son image et son autorité. Philippe était en proie à de profonds doutes quant à ses capacités de chef. Sophie était confrontée à la peur de ne pas pouvoir protéger les autres. Claire était confrontée à la peur de ne jamais percer les secrets du lieu. Julien était aux prises avec l'obsession de saisir la réalité sans la vivre pleinement. Le château manipulait ses émotions pour tester les limites, faisant clairement comprendre que la moindre erreur pouvait être exploitée de manière dévastatrice. Soudain, un bruit métallique résonna dans un couloir lointain, suivi de pas qui semblaient imiter ceux du groupe, sans toutefois correspondre à ceux présents. L'instinct de fuite fut immédiat, mais le château avait déjà modifié le parcours. Avancer ou reculer était tout aussi risqué. La tension, à la fois physique et psychologique, les obligea à agir avec stratégie, rapidité et coordination. De petits gestes, comme tenir une porte, éclairer un couloir ou partager un indice symbolique, devinrent essentiels à la survie du groupe. Au fil des heures, les intrigues secondaires s'entremêlèrent au conflit principal. Les peurs et les obsessions exploitées par le château se muèrent en pièges psychologiques. Henri, de plus en plus désespéré, faillit saboter la tentative d'évasion. Julien se perdit presque dans des illusions. Claire découvrit un symbole susceptible de les guider.
mais devait convaincre les autres. Sophie dut intervenir pour stabiliser Henri et Julien. Philippe commença à coordonner les efforts, s'appuyant sur sa rationalité. Le château transforma la nuit en une épreuve permanente, où chaque réaction engendrait des conséquences immédiates, forçant chacun à se confronter à ses faiblesses et à ses limites. Ces réactions eurent un double impact. D'une part, le groupe prit conscience de la nécessité d'une collaboration et d'une stratégie commune. D'autre part, chaque échec individuel révéla que le château était impitoyable et lucide, capable de transformer la moindre hésitation en danger réel. La tension atteignit son paroxysme, préparant le terrain pour l'étape suivante, le dépassement de soi et l'épanouissement personnel de chaque personnage, où les forces internes et externes devraient converger pour relever les défis finaux. Le froid du métro semblait leur transpercer les os, mais quelque chose commença à changer au sein du groupe. La première transformation fut silencieuse. Julien, jusque-là perdu dans les ombres et les reflets, commença à percevoir des motifs dans les images capturées par l'appareil photo. Il remarqua que chaque ombre projetait des signaux subtils, indiquant la direction à suivre ou des dangers imminents. Grâce à cette perception, il cessa d'agir impulsivement et se mit à guider les autres, partageant chaque détail susceptible de révéler un chemin moins risqué. Pour la première fois, son obsession devint un atout précieux, transformant sa vulnérabilité en force. Claire puisait également sa force dans ses connaissances historiques. En déchiffrant d'anciens symboles sur les murs, elle commença à déceler des schémas de manipulation et des passages secrets. Le château, malgré sa tentation, recelait aussi des indices, un défi qui exigeait lucidité et concentration. Elle se mit à guider le groupe avec précision, anticipant les pièges et coordonnant les mouvements avec Julien, instaurant ainsi une véritable coopération fondée sur la complémentarité des compétences. Sophie, qui jusque-là s'était contentée de garder son calme, commença à adopter une approche plus stratégique. Observant les effets physiques du château sur chacun d'eux, elle commença à évaluer leur rythme, leurs signes de fatigue et leurs réactions, suggérant des pauses et une coordination des efforts pour éviter des erreurs fatales. Sa compréhension des comportements et des réactions humaines devint cruciale, non seulement pour prévenir les accidents, mais aussi pour optimiser l'exploration de chaque couloir et de chaque pièce par le groupe. Philippe, sceptique et rationnel, était confronté au plus grand défi interne, la confiance. Jusqu'alors, il avait tenté d'analyser chaque situation seul, mais il comprit que sans collaboration, le groupe ne pourrait survivre. Il commença alors à accepter les contributions de Claire, Julien et Sophie, alliant son analyse historique à des observations pratiques. La rationalité s'allia à l'empathie et à la confiance, instaurant un leadership partagé qui permit des décisions plus rapides et plus sûres. Les tensions avec Henri persistaient, mais Philippe commença à maîtriser la confrontation, utilisant son intelligence et son expérience pour minimiser les risques. Henri, le plus réticent au changement, connut peut-être la plus grande transformation. Le château semblait exiger de chaque visiteur qu'il se confronte à ses failles les plus profondes, et il ne pouvait plus compter ni sur l'arrogance ni sur l'autorité. Après avoir failli être à nouveau englouti par le sol dans un piège soudain, Henri comprit qu'il devait faire confiance au groupe et agir de manière coordonnée. Son évolution ne fut pas immédiate. Il hésita, commit des erreurs, mais commença peu à peu à assumer de véritables responsabilités, apprenant à agir sous pression et à accepter les limites, transformant son impulsivité en stratégie réfléchie. Les interactions du groupe commencèrent à se synchroniser avec le rythme du château. Chaque piège, chaque couloir réaménagé devenait une épreuve de compétence collective. Les surmonter exigeaient une action directe. Claire repérait les passages, Julien signalait les ombres dangereuses, Sophie gérait l'énergie et la coordination, Philippe calculait les probabilités et Henri exécutait des mouvements risqués avec précision. Chaque personnage apprit à transformer ses peurs et ses faiblesses en atouts complémentaires, permettant ainsi au groupe de survivre aux épreuves. Le château, pourtant, demeurait implacable. Les reflets dans les miroirs,
créait des illusions qui mettaient à l'épreuve la patience et la maîtrise de soi. Des chuchotements exploraient les doutes personnels, des passages secrets se refermaient inopinément. Mais, contrairement au début, le groupe ne réagissait plus impulsivement. Chaque action était étudiée, chaque décision pesée, témoignant d'une évolution individuelle et collective. La tension restait palpable, mais la peur, autrefois paralysante, se muait en moteur d'adaptation et d'intelligence stratégique. Un exemple de cette évolution s'est produit lorsqu'ils se sont retrouvés face à une pièce partiellement inondée, bloquant le passage. Auparavant, Julien aurait perdu ses réflexes, Henri aurait tenté de forcer le passage, Sophie aurait hésité, et Claire et Philippe se seraient probablement disputés. Cette fois, ils ont agi comme une équipe coordonnée. Claire a analysé la configuration de la pièce, Julien a repéré des points d'appui sûrs. Sophie a maintenu le rythme et a signalé les risques. Philippe a calculé le moment de chaque mouvement, et Henri a effectué la traversée avec précision. Le château les observait, et ce sentiment de maîtrise momentanée leur a insufflé une confiance et une motivation renouvelées. Le dépassement des difficultés s'est manifesté non seulement par des compétences pratiques, mais aussi par une prise de conscience psychologique. Chaque personnage a commencé à reconnaître ses propres peurs et limites comme faisant partie intégrante de l'expérience, s'en servant comme guide pour ses décisions et pour éviter les pièges émotionnels du château. La tension restait intense, mais le récit est passé d'un jeu de peur et de manipulation à une épreuve d'adaptation, d'intelligence et de courage. Cette évolution progressive a instauré un rythme plus soutenu, les préparant à l'étape suivante. La préparation du point culminant, où le véritable défi du château exigerait une unité totale et une action décisive. Le château de l'ombre semblait plus conscient que jamais. Chaque couloir, chaque ombre, chaque objet se mouvait avec une précision quasi calculée, renforçant l'impression que le château épiait les moindres pensées et actions du groupe. Pourtant, contrairement aux nuits précédentes, les 5 visiteurs agissaient désormais de concert. Un dépassement de soi, à la fois personnel et collectif, avait changé la donne. Ils n'étaient plus de simples proies de cette architecture vivante, mais des acteurs d'un défi macabre. Claire repassa mentalement en revue les symboles qu'elle avait déchiffrés, les comparant aux anciennes cartes du château. Chaque marque indiquait non seulement des pièges, mais aussi des passages stratégiques pour atteindre le cœur du château. Une salle centrale souterraine où semblait se concentrer l'essence de la présence invisible. Les réflexions de Claire, qui s'étaient jusqu'alors appuyées sur des connaissances historiques et l'analyse des symboles, se fondaient désormais dans le plan du groupe, offrant des indices essentiels pour progresser en toute sécurité. Julien, dont l'obsession pour la documentation avait failli l'isoler du groupe, a su transformer son talent en un atout précieux. Il commença à déceler des schémas d'ombre et de mouvements annonciateurs de dangers imminents. Les reflets dans les miroirs, autrefois source de confusion, devinrent des indicateurs de risque, et ces photographies permirent d'anticiper les passages bloqués ou les pièges à déclencher. Julien avait appris à agir avec prudence, canalisant sa curiosité en stratégie. Sophie demeurait le pilier émotionnel et physique du groupe. Observant la fatigue, les tensions et les signes de stress, elle coordonnait des pauses stratégiques et guidait les déplacements. Chaque pas était mesuré, et les petites tâches, comme allumer des bougies, positionner des miroirs et signaler les dangers, étaient efficacement réparties. Son intuition des comportements humains et physiques contribua à limiter les erreurs et à préparer chacun à l'affrontement imminent. Philippe, autrefois sceptique et rationnel, devint le principal médiateur et stratège. Il alliait l'analyse historique de Claire et les observations pratiques de Julien à sa propre compréhension du comportement du château. Chaque décision était mûrement réfléchie, chaque itinéraire méticuleusement planifié. Le leadership partagé impliquait désormais tout le monde. Philippe coordonnait, Claire guidait, Julien anticipait les difficultés, Sophie maintenait le rythme et Henri exécutait les actions concrètes essentielles. Henri assuma enfin ses responsabilités avec précision.
Sa force physique et son courage étaient désormais mis au service de la stratégie. Il guida le groupe à travers des couloirs instables, s'accrocha à des structures fragiles et réagit promptement aux pièges, qu'ils soient mécaniques ou illusoires. Son passage de l'arrogance à la discipline physique et à la coopération fut fondamental pour maintenir la cohésion du groupe face à la tension croissante. Le château, pressentant le changement, intensifia la pression. Les couloirs se mirent à tourbillonner, des portes disparurent. Les miroirs déformèrent les reflets et des murmures explorèrent les peurs individuelles et collectives. Mais le groupe ne céderait plus à la panique. Ils interprétèrent les signes, réagirent de concert et utilisèrent les informations de chaque intrigue personnelle comme une ressource. La tension devint ainsi non seulement un obstacle, mais un mécanisme qui consolida l'action coordonnée, les préparant à l'affrontement final. De plus, les intrigues secondaires ont été résolues à ce stade. Claire a localisé tous les manuscrits pertinents. Julien a rassemblé toutes les images et tous les schémas pouvant orienter les décisions. Sophie a stabilisé la dynamique émotionnelle. Philippe a harmonisé les stratégies de déplacement et de communication. Henri a accepté de faire confiance au groupe et de collaborer avec lui. Chaque intrigue secondaire convergeait vers le conflit central, garantissant ainsi qu'aucun élément ne soit laissé en suspens ou improvisé lors du dénouement. Un dernier obstacle se dressa. L'escalier menant au hall central était partiellement détruit, et une obscurité profonde dissimulait d'éventuels pièges. Le groupe, mettant à profit tout ce qu'il avait appris, connaissances historiques, reconnaissance des schémas visuels, coordination physique et maîtrise de soi, décida de progresser avec prudence. Chaque pas représentait un risque, mais aussi la certitude qu'ils étaient désormais capables d'affronter activement le château de l'ombre, et non plus seulement d'y réagir. À mesure qu'ils montaient, le silence absolu du château devenait suffocant. L'air était lourd, et une intense sensation d'observation les enveloppait. Le château semblait percevoir l'évolution du groupe. La préparation à l'apogée n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Chacun avait transformé la peur en atout, la vulnérabilité en stratégie et la tension en discipline. Ils étaient prêts à affronter le point culminant de l'épreuve, le moment où le château dévoilerait son visage final, le plus terrifiant. La salle souterraine centrale était plus vaste que ne le laissaient présager les cartes anciennes. Une immense chambre drapée de tapisseries noires et de symboles antiques qui scintillaient faiblement à la lueur des torches. L'air y était chargé d'une énergie dense, presque palpable, et le silence n'était rompu que par l'écho de leurs pas, amplifié par l'immensité de la caverne. En son centre, le miroir antique qui avait révélé le passé et l'avenir se dressait tel un portail. Ses surfaces reflétaient des versions déformées des 5 visiteurs, chacune affichant ses peurs, ses failles et ses destins possibles. C'était le cœur du château de l'ombre, le lieu où la manipulation psychologique atteignait son apogée. À mesure qu'il s'approchait, le miroir se mit à trembler. Un frisson glacial parcourut le groupe, et l'ombre qu'ils avaient aperçue auparavant émergea du reflet, se matérialisant sous la forme d'une entité solide, mais difforme, mi-pierre, mi-fumée. Le château, ou plutôt son essence, se tenait désormais devant eux, vivant, conscient et prêt à mettre à l'épreuve non seulement leurs peurs, mais aussi leurs décisions ultimes. Julien, conservant son calme retrouvé, se concentra sur les schémas qu'il avait observés. Chaque mouvement de l'ombre obéissait à une logique quasi prévisible, et il parvint à anticiper une série d'attaques susceptibles de les isoler ou de les piéger dans des pièces adjacentes. Il fit signe à Claire, qui reconnut aussitôt des symboles sur les murs pouvant neutraliser temporairement la présence de l'ombre. Sophie et Philippe coordonnèrent leurs actions, tant physiques que stratégiques, veillant à ce qu'aucune ne soit vaine. Henri, enfin en harmonie avec le groupe, utilisa sa force pour manipuler des objets lourds et les disposer en guise de barrière contre l'entité. La confrontation s'intensifiait. L'ombre se déplaçait à une vitesse surnaturelle, déformant l'espace environnant, créant des couloirs illusoires et des reflets trompeurs. Chaque attaque exigeait une réaction immédiate.
Chaque erreur pouvait s'avérer fatale. Cependant, le groupe agissait désormais comme une seule entité. Claire déchiffrait les symboles et indiquait les itinéraires. Julien anticipait les mouvements de l'ombre, Sophie maintenait le rythme et la sécurité, Philippe coordonnait les décisions stratégiques et Henri exécutait les tâches physiques. La tension était à son comble, mais ce nouvel équilibre leur permit d'affronter efficacement le château de l'ombre. Au plus fort de la bataille, le miroir central se mit à vibrer violemment. Les reflets déformés révélaient non seulement les peurs, mais aussi les issues possibles, certaines fatales, d'autres victorieuses. C'est à cet instant que le tournant se produisit. L'ombre sembla absorber une partie de l'énergie du château, grandissant et devenant plus menaçante, tout en étant vulnérable aux interactions du groupe. La force collective, née de la croissance, de la confiance et de la stratégie, commença à influencer le comportement de l'entité. Chaque personnage, en confrontant son propre reflet et ses propres peurs, intervenait directement auprès de l'ombre, démontrant ainsi que le château réagissait à l'évolution de ses visiteurs. Julien, ayant perçu une configuration finale, positionna stratégiquement de petits miroirs, reflétant la lumière des torches pour créer un réseau de reflets qui brouilla et emprisonna partiellement l'ombre. Claire activa des symboles au sol, traçant une ligne d'énergie reliée aux motifs historiques du château, affaiblissant ainsi l'essence de l'entité. Sophie coordonnait le groupe, tandis que Philippe analysait rapidement les failles et les issues de secours. Henri, par sa force et sa précision, activa des mécanismes physiques qui firent s'effondrer des passages, isolant l'ombre de l'espace principal. Le point culminant fut un moment de tension extrême. L'ombre avançait vers le groupe, une masse d'énergie sombre, menaçant de les engloutir. Chaque personnage devait agir simultanément. Julien alluma un faisceau de lumière qui se refléta dans les miroirs. Claire compléta le cercle de symboles. Sophie mit en place les derniers points de sécurité. Philippe dirigea l'action finale. Henri poussa un bloc de pierre qui ferma le passage de l'ombre. Il y eut un instant où tous ressentirent la pression maximale, le froid mordant, le désespoir, mais l'action coordonnée et l'évolution personnelle de chacun aboutirent à un effet inattendu. L'ombre fut aspirée dans le miroir, qui se brisa dans un fracas métallique, ne laissant que des fragments et des échos. Le silence qui suivit était presque insoutenable. Le château semblait s'être éloigné, sans pour autant disparaître complètement. Ces couloirs demeuraient labyrinthiques, mais la présence hostile avait été neutralisée, non anéantie. Chaque personnage ressentait un épuisement physique et psychologique, mais aussi un sentiment de triomphe. Ce dénouement non seulement résolvait le conflit central, mais soulignait la transformation totale du groupe. Julien, Claire, Sophie, Philippe et Henri avaient évolué, surmontant leurs peurs, leur ego et leurs limites, transformant le château de l'ombre d'un labyrinthe mortel en une épreuve d'habileté, de courage et de coopération. Le château, bien que silencieux, laissait clairement entendre que l'épreuve avait été une leçon. Ni destruction, ni châtiment, mais apprentissage et développement. Le miroir, désormais brisé, ne reflétait que des fragments de réalité, nous rappelant que la menace pouvait ressurgir, mais aussi que ceux qui s'étaient unis et adaptés possédaient la force de l'affronter. La victoire fut marquée par l'unité, l'intelligence, le courage et le dépassement des obstacles, tant individuels que collectifs. Le silence qui suivit la chute du miroir central instaura un calme inquiétant. Les couloirs du château de l'ombre demeuraient sombres et labyrinthiques, mais la présence oppressante de l'entité avait disparu, du moins pour l'instant. Le groupe, épuisé physiquement et moralement, commença à prendre conscience des profonds changements que chacun avait vécus. La peur qui les avait paralysés auparavant fit place à une confiance contenue, née d'une expérience partagée et d'une évolution collective. Claire prit une profonde inspiration, examinant les fragments du miroir éparpillés sur le sol. Elle comprit que sa curiosité et ses connaissances historiques avaient été essentielles pour déchiffrer les motifs du château, et elle ressentit une satisfaction discrète d'avoir réussi à transformer d'anciens symboles en outils de survie.
Sa perception de l'histoire et d'elle-même avait changé. Désormais, elle savait qu'elle pouvait affronter des défis apparemment insurmontables, en gardant son sang-froid même sous une pression extrême. Julien, quant à lui, conservait précieusement ses photographies et ses notes. Il comprit que son obsession initiale aurait pu lui être fatale s'il n'avait pas appris à collaborer et à faire confiance aux autres. Le château avait transformé sa curiosité en sens stratégique, lui démontrant que l'équilibre entre perception et action était essentiel. Le jeune photographe sentait qu'il avait acquis une maturité inattendue, reconnaissant l'importance de la coopération par rapport à l'observation solitaire. Sophie, toujours attentive aux signaux du groupe, évalua l'efficacité de sa coordination. Elle reconnut que sa capacité à décrypter les comportements d'autrui et à maintenir la cohésion du groupe avait été cruciale pour la survie de tous. Son leadership discret fut mis à rude épreuve, et elle en sortit avec une confiance sereine, sachant qu'elle pouvait apporter un soutien émotionnel et stratégique dans les situations les plus extrêmes. Philippe, qui s'appuyait initialement uniquement sur la logique et la rationalité, a désormais compris l'importance de faire confiance aux connaissances et aux compétences d'autrui et de les valoriser. Sa transformation fut à la fois intellectuelle et émotionnelle. Il apprit à concilier stratégie et empathie, devenant ainsi un leader efficace au sein du groupe, capable de coordonner des décisions complexes sous une pression extrême. Henri finit par reconnaître la fragilité de son arrogance. Sa force physique et son courage étaient essentiels, mais seule la discipline et la confiance au sein du groupe assurèrent sa survie. Il apprit l'importance de l'écoute, de la collaboration et de la précision dans ses actions, réalisant que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la domination d'autrui, mais dans la confrontation à ses propres peurs et limites. Le château, bien que paraissant silencieux, laissait clairement entendre qu'il resterait un organisme vivant, observant et mettant à l'épreuve tout intrus. Cependant, les 5 visiteurs avaient démontré que l'unité, l'intelligence et le courage pouvaient triompher des épreuves les plus macabres et inattendues. Le but de leur voyage n'était pas seulement de s'échapper physiquement du château, mais de comprendre que chaque choix, chaque action et chaque réaction avait des conséquences directes, façonnant le destin individuel et collectif. En quittant le hall central, les couloirs leur parurent moins menaçants, comme si le château avait perçu le changement survenu au sein du groupe. Des fragments de reflets et d'ombres persistaient, mais sans aucune intention de nuire ou de manipuler. Désormais, ils servaient de rappel de l'expérience vécue et de la leçon apprise. Le château de l'ombre, avec toute sa complexité et son mystère, avait rempli sa mission, éprouver, questionner et révéler l'essence même de chaque visiteur. Alors qu'ils franchissaient la sortie, la lumière matinale illuminait la façade ancestrale du château. Le groupe se regarda, épuisé mais uni. Aucun n'en était sorti indemne, mais tous en étaient ressortis plus forts, conscients de leurs forces, de leurs limites et de l'importance de la confiance mutuelle. L'expérience au château de l'ombre resterait à jamais gravée dans leur mémoire, un témoignage de courage, d'intelligence et de résilience face à l'inconnu. Des mois plus tard, le château de l'ombre demeurait silencieux, enveloppé de brume et de mystère. Julien publia ses photographies, Claire écrivit sur les symboles anciens, Sophie guida des groupes d'exploration sécurisés, Philippe étudia la logique du château et Henri se consacra à sa préparation physique et mentale. Mais la nuit venue, chacun ressentait une présence subtile, comme si le château les observait de loin, leur rappelant que l'aventure n'était pas tout à fait terminée. Le château restait vivant, attendant silencieusement ceux qui oseraient le sous-estimer. Le destin des futurs visiteurs demeurait une énigme, et l'écho des ombres continuait de murmurer des secrets que peu osaient percer. Si le château de l'ombre et les expériences macabres vécues par Julien, Claire, Sophie, Philippe et Henri vous ont fasciné,
Partagez cette histoire avec vos proches amateurs de mystères et d'aventures surnaturelles. Dites-nous en commentaire quel personnage a fait preuve du plus de courage ou d'intelligence et quel moment du château vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour suivre de nouvelles histoires pleines de suspense et de rebondissements et activez les notifications pour ne manquer aucun défi captivant. Le château rôde toujours. Oserez-vous l'affronter?